Michel Bensoussan, Boker Tov. Boker Tov. Alors, merci d'être avec nous ce matin sur studiokalita.com pour nous dire un mot de la paracha de la semaine, une paracha importante, la paracha de Shoftim, qui traite, on peut dire, de toutes les structures d'un futur État juif en terre d'Israël. Alors, quel est le sujet qui vous a marqué dans cette paracha, ou l'un des sujets qui vous a marqué? Je ferai deux remarques. D'abord, Moïse donne les pouvoirs à au moins quatre institutions. Il va y avoir le juge, donc il y a le pouvoir législatif, il y a aussi le pouvoir coercitif, c'est-à-dire les policiers, il y a aussi le pouvoir religieux avec les Kohanim, il y a le prophète, le Navi, et puis il y a le pouvoir politique avec le Meler. Première remarque, c'est qu'il y a quatre pouvoirs, au moins. Peut-être qu'on peut en compter 5, mais au moins il y a plusieurs pouvoirs. Ça fait au moins plus que pour les démocraties, quoi. Je dirais que ces quatre pouvoirs se contrebalancent. Ils sont chacun en contrepartie vis-à-vis d'un autre. Nous sommes, nous, le peuple juif qui avons vécu pendant 2000 ans en galoute, on a l'habitude d'avoir eu un seul pouvoir, le rabbin. Peut-être même deux avec le président de communauté. Mais là, il y en a quatre. Et lorsqu'il y a quatre pouvoirs, il y a toujours des tensions et il y a en tous les cas des contre-pouvoirs qui s'installent auprès de chaque pouvoir. Et il y a le politique, le religieux, le prophète et la justice qui chacun vont tenir un bout de la société et ça c'est très, j'allais dire c'est très sain pour une société même démocratique parce que ça permet un certain contrôle et ne pas tomber dans certains excès. La deuxième remarque que j'aimerais faire, c'est que dans chacun de ces pouvoirs, il y a une responsabilité qui est donnée au peuple lui-même, aux citoyens. Je prendrai par exemple l'exemple du prophète, c'est-à-dire du juge. Et il est écrit, tu dois nommer des juges. Bon, déjà la nomination des juges vient d'en bas. Tu as la responsabilité en tant que citoyen de faire qu'il y ait des juges dans chaque ville et dans chaque endroit. Mais ensuite, il faudra que ces juges soient de bons juges. B'shafetu et ha'am mishpat tzedek. Ce pasouk-là s'adresse aux gens qui vont nommer les juges et pas aux juges, parce que pour les juges eux-mêmes, on va leur dire, vous savez, vous devez tzedek, tzedek, tirdof, et il va y avoir beaucoup de lois qui vont être données aux juges. Mais les personnes qui vont être responsables de la nomination des juges, on va leur dire, attention, faites que ces juges soient bons. Mais non seulement lorsque vous allez les nommer, mais il va falloir aussi qu'ils soient bons après. Et vous êtes responsable du fait que ces juges pourraient dépasser certaines règles, certaines bornes. Vous serez quand même responsable. Je trouve ça très intéressant que les citoyens ne peuvent pas se dédouaner de la responsabilité en disant bon, ben c'est la faute des juges. De la même manière, ils ne pourront pas le faire pour le roi, ni pour le prophète, ni pour le Cohen. Ils doivent toujours avoir un regard, une certaine critique vis-à-vis de tous ces pouvoirs mis en place parce qu'ils partagent la responsabilité de leur intégrité. Alors évidemment, tous ces pouvoirs, la Torah nous dit qu'il faut qu'on les respecte, qu'il faut qu'on les suive à la lettre, qu'il faut avoir il faut leur traiter beaucoup de pouvoir et le respecter. Mais d'un autre côté, il ne faut pas qu'on se dédouane complètement de notre responsabilité et que s'il dépasse les bornes ou s'il y a des exactions, eh ben nous sommes, nous, les citoyens, le peuple lui-même, un peu responsables de ces débordements. Et c'est peut-être parce qu'on a nommé des mauvais juges ou parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour que ces juges que l'on a nommés continuent à être des bons juges que cela se passe. Donc, cette responsabilité du peuple vis-à-vis des pouvoirs est à mon avis assez révolutionnaire, surtout à l'époque où cela a été donné, parce que les contre-pouvoirs comme vous, par exemple, vous qui êtes une radio avec des journalistes et qui peuvent critiquer ou bien faire part de certaines exactions ou bien de rapporter l'information, vous êtes des contre-pouvoirs vous-même qui permettent au peuple d'avoir une certaine responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe. Alors des fois c'est trop, c'est frais, on ne respecte pas assez les pouvoirs, mais quand même, avoir une responsabilité vis-à-vis de ces pouvoirs, c'est responsabiliser chaque citoyen et leur demander peut-être d'instituer des contre-pouvoirs, en tous les cas un regard critique
qui pourrait contrebalancer des exactions faites par ces pouvoirs-là. Alors effectivement, je crois que le message est toujours plus que jamais d'actualité. Mais si l'on voit l'histoire, vous parliez justement de ces contre-pouvoirs, de ces pouvoirs et de ces contre-pouvoirs et de cette nécessité d'équilibrer, de retrouver le juste équilibre entre chacun des pouvoirs. On a un peu le sentiment que ça n'a pas véritablement très bien marché dans l'histoire d'Israël sur sa terre, puisque ne serait-ce qu'à travers les différents livres de la Torah, de la Bible, du Tanakh, on voit qu'il y a eu d'abord les Shoftim et que la période des Shoftim est considérée comme une période extrêmement noire, on va dire, dans l'histoire du Ham Israël, où il y avait une véritable, on peut dire, un grand balagan au niveau de la gestion de la terre d'Israël, de ce qu'était l'État juif. Et puis après, il y a eu les Melachim, et puis il y a eu les Nevi'im. On a le sentiment que tous ces pouvoirs n'ont jamais véritablement réussi à cohabiter. C'est possible, mais est-ce que c'est la faute des pouvoirs ou c'est la faute du peuple à ce moment-là? Oui. C'est pas parce qu'à l'époque des Shoftim, ça n'allait pas bien, que c'était la faute des Shoftim. Oui. Je pense que la Torah nous donne des règles. Ces règles n'ont peut-être pas été respectées, mais ces règles sont des règles qui sont des règles, à mon avis, révolutionnaires, et elles peuvent être, pour nous aujourd'hui encore, des phares, des moyens de se dire, attendez, une dictature, par exemple, est-ce que ça marcherait? Eh ben, j'ai l'impression que ces règles-là interdisent la dictature, une dictature aveugle. Elles interdisent justement le fait qu'un pouvoir prenne sur tous les autres et que nous soyons tous soumis et en se débarrassant de notre responsabilité. Je ne pense pas que les règles qui sont données dans notre paracha soient des règles qui étaient respectées à chaque étape, à chaque génération. Mais comme tout le reste d'ailleurs, est-ce que les mitzvot ont eu un effet bénéfique pendant toute l'histoire ou pas? Si on juge la Torah par ses effets et par son efficacité, alors on peut être peut-être déçu à certaines époques. Mais nous vivons à notre époque et nous devons essayer d'améliorer au maximum la situation dans laquelle nous sommes à la lumière de toutes ces règles-là. Et ne pas essayer de revoir l'histoire en se disant, en jetant l'opprobre sur ces règles-là, tout simplement parce que ça n'a pas marché des fois. Eh bien, merci Michel Bensoussan de nous avoir éclairé sur l'un des aspects de cette paracha extrêmement riche de Shoftim. Je rappelle que vous êtes, on va dire, le guide spirituel de la communauté de Misgav Ladar dans le quartier de Katamon à Jérusalem. Merci d'avoir été avec nous ce matin et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Voilà, nous approchons de la fin de cette heure d'actualité sur studiokalita.com. Mais avant de rendre l'antenne ce matin, je voudrais, si vous me le permettez, terminer cette heure d'actualité sur un très émouvant et très sincère Mazal Tov. Un très sincère Mazal Tov à une grande dame, une femme dont nous connaissons tous le nom et dont nous avons tous, chacun à son niveau, partagé le drame terrible qui l'a frappé de plein fouet il y a quelques années et qui nous a également tous touchés. Il s'agit d'Eva Sandler. Eva Sandler qui a perdu son mari, le Rav Yonatan Sandler, et deux de ses enfants, Arié et Gabriel, Zichronam Livracha, lors de l'attentat contre l'école de Tzara Torah à Toulouse le 19 mars 2012. Seul avec sa plus petite fille, avec sa plus jeune fille, Liora, un nom qui signifie lumière, Eva Sandler a impressionné la communauté juive par sa émouna, par son courage, par sa dignité, par sa volonté de continuer à vivre. Et effectivement, Eva a continué à vivre et il y a 2 ans, Eva Sandler s'est installée en Israël, elle s'est remariée et il y a une semaine très exactement, elle a eu un petit bébé, un petit garçon dont la Brit Mila se déroule actuellement à l'heure où je vous parle dans le quartier de Beit Vegan à Jérusalem. Alors voilà pourquoi nous sommes heureux et de lui souhaiter un grand Mazal Tov à l'occasion de cette Brit Mila. Nous lui souhaitons, je pense être le porte-parole de l'ensemble des auditeurs pour lui souhaiter de voir grandir ce petit bébé dans la joie, dans la santé, d'assister à sa bar mitzvah, à son mariage, à la naissance de ses enfants Admé Ave Esrim. Mazal Tov encore à Eva Sandler, et rien que des joies à Eva Sandler et à son mari. Voilà, donc c'était la fin de cette heure d'actualité sur studiokalita.com. On se retrouve dimanche à 8h précises. Shabbat Shalom, à bientôt.